C'est parti, on va commencer par le déni. Alors, le déni, la définition, c'est le déni est le refus de reconnaître une réalité douloureuse, trop difficile à admettre consciemment. Donc, une réalité trop difficile à admettre consciemment. Alors, je trouve que le déni, au moment où il est exprimé, il est assez difficile à identifier sur soi. Peut-être qu'en général, on peut l'observer après coup. Après coup, c'est-à-dire une fois la réalité acceptée, si elle est acceptée un jour. Et puis on se dit, ah oui, là j'étais vraiment dans le déni. Personnellement, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé une assez longue période de ma vie. Et je pense que ça arrive beaucoup, notamment aux personnes, aux idéalistes. À mon avis, vu l'état dans lequel est ce monde, c'est le mécanisme le plus puissant qui est même devenu une forme de réalité. Et qui est devenu la réalité. Je pense par exemple à ce qu'on appelle le positivisme exacerbé. Oui, il faut voir que le côté positif, le développement personnel, il faut avoir des pensées positives, il faut voir le côté positif des choses, etc., etc. Ce qui en soi n'est pas néfaste, mais ce qui, lorsqu'il est exacerbé, lorsque cette vision est exacerbée, va avoir une tendance par exemple à rejeter tout négatif, entre guillemets, donc toute sensation désagréable, douloureuse. Or, cette sensation ou cette réalité douloureuse, perçue et ressentie comme étant douloureuse, fait partie de la réalité. Donc si on veut accepter la réalité, on accepte les deux facettes, ce qui est agréable et ce qui est désagréable. Le fait de mettre sous le tapis systématiquement et de manière pathologique parfois, le côté désagréable, donc douloureux, ça conduit à une sorte de pathologie qu'on appelle le déni. Lorsque le déni se fait de manière systématique et ancré structurellement dans notre mécanisme psychologique, alors là, ça devient une personne qui est totalement déconnectée de la réalité, et qui est incapable de vivre, par exemple, en société, et qui est incapable d'avoir cette stabilité psychologique, et qui est incapable, par exemple, de prendre des décisions correctes pour sa vie, puisqu'elle ne verra qu'une partie de la réalité. Et ce positivisme-là, il est développé en psychologie. Je crois que c'est la psychologie positive. Ça a été repris, donc on a utilisé ce principe-là dans le développement personnel qui crée de toutes pièces, donc le développement personnel qui crée, je dis bien qui crée de toutes pièces, des nouvelles identités, des nouvelles personnalités artificielles dont le but, tout simplement, est d'éviter la douleur et de se voir tel que nous sommes. Donc on se crée des nouvelles identités en se répétant sans cesse pour s'auto-convaincre, s'auto-hypnotiser et créer des nouvelles identités qui nous correspondent, qui sont mises, en fait, emboîtées sur ce qui ne va pas, plutôt que de voir ce qui ne va pas. On met tout ça sous le tapis et on se crée une nouvelle identité pour éviter de voir ce qui ne se voit pas. Je mets ma critique du développement personnel de côté. Je pense que j'approfondirai ça dans une autre série, une autre vidéo, un autre audio, un autre podcast. Bref, ici, je parle du déni. Je mets ça de côté. En tout cas, vous avez l'idée globale, je pense. Voilà pour le déni. Deuxième mécanisme, la répression. Définition. Qu'est-ce que la répression ? La répression, c'est l'exclusion des pensées et des sentiments désagréables de la conscience. Donc, on exclut des pensées et des sentiments, donc les deux, qui sont désagréables de la conscience.
Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Le fait de refouler des désirs, des pulsions, des pensées perçues comme inacceptables. Je pense que là, je crois qu'on est tous passés par là. Alors, je pense qu'ici, le paradigme collectif dans lequel nous baignons favorise ou non certains refoulements. J'ai envie de dire que c'est presque normal dans le fonctionnement actuel psychologique, humain et de la société en général. Quand je dis la société, c'est l'ensemble des sociétés parce qu'il y en a plusieurs et chaque société possède des paradigmes différents, bien que tous ont un fond commun. Je pense par exemple à tous les tabous, les pulsions et les pulsions les plus primaires chez l'être humain. Et oui, tout ça en général, c'est assez refoulé. Est-ce qu'on est capable de faire face à ces parties de nous qui sont tellement repoussantes, parfois même terrifiantes et angoissantes? Toutes ce qu'on pourrait appeler l'ombre. L'ombre, le mauvais chez l'être humain, le bas, le répugnant en fait chez nous que nous possédons tous en tant qu'êtres humains, qui sont refoulés quelque part, hein, qui sont dans une boîte, ce qu'on pourrait appeler l'inconscient quelque part. Le but, c'est que ils restent là où ils se trouvent. Le but, s'ils sont là où ils sont, c'est bien pour une raison. Et c'est souvent un des aspects sur lequel je veux souligner ce point-là, parce que c'est souvent un des aspects sur lequel certaines sectes jouent. Par exemple, notamment via la proximité sexuelle et le déverrouillage des barrières physiques et intimes et qui permettent, sous couvert d'un environnement sécurisé, de fournir un sentiment de liberté. Le fait d'extérioriser en fait ces pulsions-là, ou ces tabous, ou de les exprimer d'une certaine manière, de les extérioriser, de les exprimer, de les faire ressortir, finalement, il y a quelque part un sentiment de liberté. De pouvoir exprimer ces pulsions, par exemple, et ces pulsions de violence aussi, ça va ensemble, puisque ce sont les pulsions animales de base qui sont contenues dans l'être humain et qui font partie de l'être humain, tout comme l'ensemble de l'évolution des différents règnes depuis le règne des plantes, le règne animal, et vient ensuite le règne humain. C'est comme si on contenait toute l'évolution en nous. Avec toutes les déviances que ça peut amener, il y a tout de même une sorte d'activation de cela dans la société en général. On le voit. Faites-vous plaisir, on n'a qu'une seule vie. Et puis tous les paramètres sociaux dans les sociétés occidentales qui permettent une accentuation de toutes ces pulsions-là. Je parle des pulsions de violence et des pulsions sexuelles qui sont un peu mises en lumière, qui sont activées dans la société. Je ne m'attarde pas sur le sujet. Ici, on parle de la répression. C'est un fait. Le mécanisme de défense, c'est qu'on va exclure des sentiments désagréables. Voilà, de la conscience. On va les exclure. Ma question, c'est le fait de ne pas les exclure, justement, de ne pas les réprimer, donc de les exprimer, le fait de ne plus réprimer cette partie de nous, est-ce que c'est bénéfique à l'individu? Est-ce que c'est une réponse à ce mécanisme de défense? Et si collectivement, il était accepté de dévisser toutes les portes? Je pose la question, simplement. Si collectivement, il était accepté de dévisser ces portes, quelles en seraient les conséquences? Comment vous verrez une société comme cela? Et
si vous voulez aller plus loin sur cette question-là, je vous invite vraiment, ça me fait rappeler un film que je n'ai pas visualisé moi-même, mais dont on m'a parlé. C'est un film qui s'appelle American Nightmare, cauchemar américain. Je crois que c'est d'ailleurs en plusieurs séries, hein. Il y a le 1, le 2, je crois que même ça va jusqu'au 5. On m'en a parlé parce que lorsque je discutais avec une personne et on discutait sur un sujet et je crois qu'on parlait des libertés, les interdits. Pourquoi est-ce qu'il y a des règles dans la société? Pourquoi on est contrôlé? Il y a des lois, etc. C'est pas bien, l'être humain est libre, etc. Et moi je disais, je me posais la question parce que c'est exactement mon état d'esprit. Liberté, liberté, liberté. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Ça, c'est une autre question. Mais l'élément fondamental avec lequel je navigue dans ce monde est, selon moi, la liberté. Elle est intrinsèquement liée à notre nature d'être humain. Maintenant, avec la volonté de remise, d'observation, de compréhension et surtout de remise en question, j'ai accepté, et puis avec les différentes expériences dans les différents paradigmes, j'ai accepté les différentes règles sociales et je voulais comprendre pourquoi est-ce que dans certains endroits du monde dans lesquels j'ai vécu, figurez-vous que je suis très contente qu'il y ait des règles. Je suis très heureuse qu'il y ait des lois. Parce qu'en l'état actuel de la conscience humaine, s'il n'y avait pas de règles ni de lois, aussi injuste soit-elle, hein, là, je ne parle pas du tout de la justesse ou de la justice, mais il y en a dans certaines parties du monde. Je suis très contente, en fait, pas contente, mais disons que je me sens plus en sécurité dans ce monde, dans certaines parties du monde, s'il y a des règles. Et parfois, je trouve qu'il faut qu'il y ait des règles peut-être plus dures, ou des lois. En fait, je trouve ça normal, c'est pas que je suis contente, je trouve ça normal, parce que lorsque j'observe le comportement, et puis je sens aussi une certaine atmosphère, certains paradigmes, s'il n'y avait pas ces lois-là, que ce soit des lois religieuses basées sur la peur, que ce soit des lois religieuses, peu importe les lois, il y en a. Dans ce film-là, donc c'est ce que je disais à cette personne, qui se plaignait par exemple de « Oui, la France, on est hyper contrôlé, moi je vais aller ailleurs, etc. » Oui, va ailleurs. Très bien, mais ça ne veut pas dire que c'est pire ou mieux. Ça correspond à un certain paradigme. Et dans ce film-là, je crois qu'à un moment donné, l'idée c'est que durant 24 heures, je sais pas, par mois, 24 heures par mois au fait, on dévisse toutes les règles. Il n'y a aucune loi, rien. En gros, tout le monde, tous les êtres humains peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est le concept de liberté, hein. Liberté occidentale. Artificielle. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc ça permet en fait aux êtres humains de se libérer, de se défouler, etc. De libérer toutes ces frustrations, tous ces refoulements, mais de manière explicite. C'est-à-dire je sais pas, le violeur ou le pédophile, il va aller s'exprimer librement. L'assassin, le psychopathe, le sociopathe, il va aller s'exprimer librement. Toutes les formes de violence sont acceptées pendant 24 heures. C'est un film que je pense que je verrai. Il a l'air intéressant et en tout cas, il souligne, il rejoint cette question-là. Si la répression psychologique n'existe pas, quelle serait la conséquence de la libération totale des refoulements? C'est une question que je me pose. On passe au troisième mécanisme, la projection. Je pense que vous le connaissez. La projection, c'est l'attribution des sentiments
ou des impulsions inacceptables à quelqu'un d'autre. Bon, je rajouterai perçu comme inacceptable. Donc on attribue des sentiments ou des impulsions qui sont perçus comme inacceptables chez nous et on les attribue à quelqu'un d'autre. Tout simplement, c'est la projection. Pareil, hein, on l'a tous fait. C'est un mécanisme de défense. Hein. On l'a tous fait et on continuera certainement à le faire dans une certaine mesure. Peut-être un peu moins pour ceux qui sont dans une démarche d'authenticité, qui travaillent sur le fait d'assumer notre individualité, parce que c'est ça dont il est question. Ce qui nous appartient, nous appartient. Donc le fait d'assumer cette responsabilité, de ne pas projeter ce qui nous appartient, donc d'assumer la responsabilité de ce que nous sentons et de nos impulsions, de ce que nous vivons, permet justement de ne pas projeter. C'est vrai qu'il est plus aisé, plus facile de projeter sur autrui les facettes les plus désagréables de soi, plutôt que de les assumer. Ça revient à la responsabilité. C'est exactement ça dont il est question. Je suis une bonne personne. Je suis la bonne personne. Par extension, nous sommes tous les bons, hein, et si on projette des aspects perçus comme positifs ou valorisants chez nous. D'accord ? Je suis la bonne personne et vous êtes la mauvaise personne. Avec tous les qualificatifs qui peuvent être apportés à mauvais. Donc, pour garder cette impression et cette sensation agréable, que je suis une bonne personne, je vais projeter vers l'autre toutes les impulsions, tous les sentiments désagréables. Tout simplement. Donc c'est une forme de protection. Donc c'est un mécanisme de défense et de protection. Encore une fois, on est tous passés par là. L'idée c'est de l'observer. Quand est-ce qu'on projette et quand est-ce qu'on veut avoir une démarche d'authenticité avec soi, de responsabilité de soi, ce qui est quelque part un grand pouvoir, un énorme pouvoir, un signe de maturité, mais surtout un grand pouvoir, que de se réattribuer en fait tout ce qui nous appartient, de pouvoir identifier tout ce qui nous appartient, et de considérer tout ce qui nous appartient pas. Idem pour la projection des autres en nous. Il faut que l'on soit... Lorsqu'on est capable d'observer cela chez soi, on est beaucoup mieux à même de l'observer chez les autres. Et donc, garder, en fait, ne pas s'approprier les projections d'autrui. C'est ce qu'on a tendance, c'est ce que beaucoup ont tendance à faire, puisque ces mécanismes existent en chacun de nous, et je pense qu'ils sont très, 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 très mis en avant. L'objectif ici, c'est de l'identifier en soi. Plus on l'identifie en soi, plus on est capable de l'identifier en soi, plus on l'identifie chez les autres, et donc, si on identifie chez les autres, on est capable de refuser, de s'approprier ce qui ne nous appartient pas, et donc de rétablir en quelque sorte l'ordre, je dirais, l'ordre des choses, et la responsabilité individuelle de chacun de nos sentiments, de chacune de nos sensations, de nos idées, de nos pensées, de nos impulsions. Même si entre nous, les émotions et les pensées ne nous appartiennent pas vraiment. Mais ça, c'est autre chose. Quatrième mécanisme de défense, la rationalisation. La rationalisation est la justification de comportements ou de sentiments en substituant des raisons acceptables à la véritable motivation. On rationalise, c'est-à-dire qu'on va justifier des comportements ou même des sentiments. Donc comportements observables, sentiments pas observables. On va justifier que ce soit des comportements ou des sentiments en substituant des raisons acceptables. Donc on va justifier par des raisons qui sont acceptables et omettre la véritable motivation. Puisque la véritable motivation sous-jacente est source de stress
ou alors d'anxiété, mais on va utiliser des raisons, ce qu'on appelle socialement acceptables, ou alors on va utiliser des justifications qui vont sembler en apparence logiques. Donc, dans le cas de la rationalisation, la véritable motivation derrière un comportement, une décision, je parle de sentiments mais aussi pensée, d'accord ? Par exemple, cette véritable motivation est souvent honteuse ou alors culpabilisante. Elle est aussi source de culpabilisation. Et c'est justement ça qui génère une certaine forme d'anxiété. D'où la rationalisation. Donc ça permet une sorte de gestion à court terme de certains stress dus à de la honte ou de la culpabilité. Aussi, en rationalisant, la personne peut garder une certaine bonne image de soi. Alors, c'est une des fonctions, entre guillemets, de la rationalisation. Elle va garder une bonne image de soi et puis elle va surtout maintenir ou alors élever sa bonne estime d'elle-même, son estime de soi. Dans d'autres cas, la rationalisation peut aussi avoir la fonction, elle peut aussi permettre de maintenir une certaine forme d'harmonie sociale, donc superficielle, en évitant les conflits. Pareil, ça peut fonctionner à long terme, d'ailleurs tous les mécanismes sont utilisés à court terme comme un petit peu une sorte de gestion temporaire de certains stress, mais c'est lorsque cela devient pathologique que c'est dangereux psychologiquement. Au niveau personnel, il peut y avoir des personnes qui... je prends des exemples concrets de rationalisation. On trouve ça par exemple dans les guerres, comment justifier une guerre, une invasion coloniale, on va justifier de différentes manières, sachant que les motivations, les véritables motivations sont très souvent cachées parce que même si le peuple, la population les connaît, elles ne sont jamais avouables. Tout ce qui se passe au niveau sociologique, social, sociétal, se passe au niveau personnel. Donc, si on prend au niveau individuel, un autre exemple, c'est une personne, par exemple, qui va rater un examen, un concours, et qui va blâmer le professeur. Ouais, le professeur est nul, de toute façon, il m'aime pas, de toute façon, ceci, de toute façon, cela, alors que peut-être la personne s'est juste mal préparée, tout simplement. Un autre exemple, d'une personne qui va engager certaines hostilités avec d'autres personnes ou une autre personne, peu importe le domaine, et elle va justifier ce comportement par le fait que c'est l'autre qui a commencé. Alors que peut-être que ce n'était pas forcément vrai. Donc elle attendait justement cela. Idem au niveau professionnel, si une personne, imaginons, n'est pas retenue pour un poste, ou alors elle n'obtient pas une promotion alors qu'elle l'avait demandé, elle pourrait minimiser le poste, ou expliquer que cela ne lui convenait pas après tout. Voilà, c'est une manière aussi de préserver l'image de soi et l'estime de soi qui va avec. La rationalisation, donc comme tous les mécanismes que j'aborde ici, tous les mécanismes de défense que j'aborde, les 12 notamment, ils ne sont pas néfastes en soi. D'accord ? Donc la rationalisation elle-même n'est pas néfaste en soi, et s'ils existent, c'est bien pour une raison. Maintenant, ce qui pourrait devenir problématique, c'est la systématisation d'un ou de plusieurs de ces mécanismes. Par exemple, dans le cas de la rationalisation chronique, lorsque ce mécanisme devient chronique, pathologique, donc pathologique lié à une pathologie, donc maladie, cela peut révéler le fait que l'individu, la personne, ne se confronte pas
à la réalité de ses actions, pensées ou sentiments. C'est ce qui est source de frustration, mal-être. C'est aussi un gros blocage pour une quelconque forme de croissance personnelle et aussi de responsabilité personnelle. Ce qui est tout de même un petit peu le but de l'être humain. Voilà. Ça, c'était notre 4e mécanisme de défense. On passe au 5e mécanisme de défense, qui est la réaction de formation. Alors, la réaction de formation est la transformation inconsciente des pensées ou des sentiments en leur opposé. Voilà. Alors, je trouve ce mécanisme très intéressant et qui est utilisé face, par exemple, à un sentiment jugé comme étant inacceptable. On revient souvent à ces sensations inacceptables, hein, si vous le remarquez. Inacceptables pour soi et ou collectivement, et pour la société. Donc, on va utiliser ce mécanisme face à un sentiment jugé comme étant inacceptable ou peut-être même menaçant, hein, ou les deux. Donc, typiquement, c'est lorsqu'une personne ressent de la colère ou du rejet face à une autre personne et qu'elle s'efforce de contrôler son impulsion, on a un comportement totalement opposé. Elle va se montrer, et ce de manière parfois excessive, très aimable, très attentionnée envers cette même personne, alors qu'elle ressent tout le contraire, ou qu'elle pense tout le contraire. On peut dire quelque part que c'est une forme de dissonance, c'est-à-dire que c'est un comportement qui ne correspond pas aux sentiments qui l'accompagnent. Je pense qu'on le ressent parfois dans des rapports de culture ou d'ethnie différents. Okay. Je sais pas, j'ai cette image-là, visualiser par exemple une mère de famille, je sais pas moi, dans un quartier résidentiel de l'Amérique blanche, comme on dit, qui accueille de nouveaux résidents afro, à une certaine époque, peut-être même maintenant, qui sait. Cette femme-là, ne cesse d'aller voir ses voisins avec les nouveaux arrivants, donc dans le quartier, avec une gentillesse excessive, et sentie comme n'étant pas naturelle justement, et qui va leur proposer une tarte aux pommes, qui va leur proposer une sortie, qui va leur faire beaucoup de propositions pour montrer vous êtes extrêmement bienvenus et nous sommes extrêmement gentils et nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir, alors qu'elle ressent inconsciemment le contraire. Je la visualise avec une sorte de sourire figé qui va faire plein de compliments, qui va proposer que les enfants jouent ensemble, faire des sorties, etc. Aussi, la perception des autres, donc là, va beaucoup jouer. Déjà pour elle-même, donc la personne, donc si on prend l'exemple de cette femme-là, pour elle-même, elle va se sentir bien. Je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Elle va s'auto-convaincre par rapport à ce qu'elle ressent. Donc, elle n'accepte pas qu'elle ressente de l'hostilité ou même, disons-le, c'est une forme de racisme envers ces personnes-là. Elle ne va pas accepter ce ressenti parce que l'image ou l'estime d'elle-même va être menacée. Donc, elle va se montrer excessivement gentille. Donc déjà pour elle, mais aussi pour les autres. Regardez, je suis une bonne personne. J'accepte des noirs comme amis. Je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Mon ami noir est mon voisin. Donc je ne suis pas raciste. Donc je suis une bonne personne. Donc voilà, tout ça, ça va permettre de rehausser une certaine estime d'elle-même, donc au niveau individuel, mais aussi au niveau de l'image projetée
à l'extérieur. On passe au prochain. Donc ça, c'était pour la réaction de formation. Je ne connaissais pas le nom. Le mécanisme, oui, je pense que je l'ai certainement ressenti et mis à l'œuvre. Je pense que vous aussi, et c'est intéressant de l'observer, ou même de l'observer de manière rétrospective, c'est-à-dire à quel moment j'ai mis en place ce mécanisme de défense. C'est très intéressant. Prochain mécanisme, la sublimation. La sublimation est la canalisation des pulsions considérées comme inacceptables, pareil, par l'individu et la société. Donc on va canaliser, donc c'est la canalisation des impulsions dans des activités socialement valorisées comme l'art ou le sport. Ça, c'est la sublimation. Donc ici, on va parler de la sublimation. Alors je pense que c'est un mécanisme dont on parle peu et qui pourrait être questionné. Puisque de prime abord, le fait de transformer des pulsions agressives en activités, disons, socialement valorisées, pourrait être vu comme quelque chose de positif, entre guillemets, ou même d'admirable. Les sports de combat sont par excellence un exemple de moyen contrôlé et cadré de lâcher son agressivité de manière socialement acceptée, donc dans un cadre. Un conflit interne peut être ainsi évité. Donc on a la possibilité de lâcher son agressivité, sa pulsion agressive qui peut être violente, on la lâche dans des sports en général et plus particulièrement dans des sports de combat. Nous avons aussi indéniablement les activités créatives telles que les arts dans leur ensemble, même si aujourd'hui art a une signification assez galvaudée, et qui permettent d'orienter une pulsion primaire vers un canal créatif comme la danse, le chant ou toute autre forme d'art. Okay ? Donc, ici, j'ignore s'il y a vraiment un lien entre l'activation d'un nivellement vers le bas de la société et la médiocrité de l'art, disons, vide, mainstream, actuel. Okay ? Mais en tout cas, je crois que nous pouvons être d'accord sur la qualité des créations artistiques d'antan et celles mises en avant aujourd'hui. Okay ? Quand je dis mainstream, c'est ce qu'on voit dans l'expression artistique dans leur ensemble. En fait, tout peut être tout peut être vu comme de l'art. Un exemple frappant, le dessin ou la peinture d'une crotte sous un fond blanc peut être magnifié. Bref, et je pense que ça existe. Donc, quelle est véritablement quelle est la qualité derrière de la sublimation? Quelle est l'élévation de l'être humain à travers cette œuvre? Je ne sais pas. Je la questionne. Bon, jusque-là, pourquoi pas? D'ailleurs, je me suis moi-même questionnée sur le fait que ce soit un mécanisme de protection ou de défense. Pour moi, la sublimation, c'était en quelque sorte un moyen pour l'être humain de s'élever, d'où le terme sublimation. Il s'élève au-dessus de ses pulsions les plus primaires, à travers, comme on l'a dit, à travers par exemple le sport, notamment les arts martiaux et encore plus précisément les sports de combat, et à côté les activités artistiques. Je valorise moi-même les activités créatives, et même la création en général dans des domaines, même dans des domaines qui ne s'y apprêtent pas a priori. Et je valorise le sport en général comme outil de connaissance de soi,
évidemment de développement psychomoteur équilibré, notamment pour les enfants, et puis un moyen de s'exprimer en général, à travers le corps, à travers aussi le dépassement de soi, etc. Donc j'octroie énormément de bénéfices à toutes ces activités-là. Jusqu'à ce que je découvre que la sublimation faisait partie d'un mécanisme de défense et de protection. Et je vais aller un peu plus en profondeur, légèrement en profondeur, pour que vous compreniez ce que j'ai compris, moi, et j'ai effectivement reconnu le fait que, dans une certaine mesure, on peut considérer la sublimation comme étant un mécanisme de défense à part entière. Et j'en ai compris la raison en me posant la question, donc, qui est basée sur mon expérience très personnelle, qu'en est-il de l'individu lorsque l'environnement externe ou alors interne ne lui offre pas ou plus la possibilité d'exercer ces activités-là. Et je pense entre autres à des blessures, si on considère par exemple le sport, un sport de combat, plus ou moins grave, qui empêche la pratique du sport de combat en question. Donc on utilisait ce moyen, donc cette canalisation quelque part, mais vous allez voir, canalisation c'est un autre mécanisme de défense, mais c'est une forme de canalisation. On va utiliser le sport de combat pour relâcher, faire ressortir cette agressivité, cette violence de manière cadrée, réglementée. C'est ce qui va empêcher la personne d'être agressive dans la vraie vie, entre guillemets. Mais qu'en est-il face à une blessure qui empêche totalement l'exercice de cette activité? On va dire grave, très grave. Qu'est-ce qu'il fait si l'environnement extérieur ne lui permet plus ces activités-là? Une pandémie, un contexte de guerre, un endroit dans lequel il n'y a pas justement l'organisation de ces activités, etc. Donc il peut y avoir plusieurs éléments externes qui empêchent cette forme d'expression, cette forme de sublimation. Parce que si la personne a totalement investi son énergie physique et mentale dans ce sport, pour préserver son équilibre psychologique, parce que c'est bien de cela dont il est question, qu'en est-il à la suite d'une blessure qui ne lui permet plus d'entraîner pendant un certain laps de temps? C'est là, par exemple, où l'individu peut devenir exécrable avec son entourage, voire agressive. Il peut même s'orienter vers des drogues ou d'autres addictions, donc addiction entre guillemets, si on considère que finalement cette forme de mécanisme était une addiction, pour détourner, encore une fois, cette sensation désagréable très profonde. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Donc oui, parfois les sports intenses peuvent être considérés comme bénéfiques socialement, mais qu'en est-il, je pose la question, qu'en est-il des coulisses des individus? Devenir dépendant d'une sublimation quelconque n'est-il pas une béquille pour ne pas voir en face ce qui se trame en nous? Parce que lorsque tout va bien, on ne se blesse pas, on a accès à ce genre d'activité, on a accès à tout, et puis c'est socialement valorisé, en gros tout va bien. On a l'impression que la personne est psychologiquement équilibrée et que ça lui génère un bien-être, etc. Et donc cette dépendance n'est pas vue vraiment comme une dépendance. On va dire que c'est une dépendance positive, puisque le sport c'est considéré comme une activité valorisée. Donc voilà, ça ne nous permet pas de voir et puis de faire face à la racine, entre guillemets, du mal, si je puis dire. C'est en me posant cette question-là que j'ai reconnu effectivement que la sublimation, encore une fois, dans une certaine mesure et avec une certaine intensité, et puis est un moyen noble de pouvoir
s'élever au-dessus de ces pulsions-là. Mais lorsque l'on en vient à devenir dépendant et que ça nous évite de faire face à ces pulsions-là de manière systématique, c'est là où je pense que ça peut générer de grandes frustrations chez l'être humain et puis des blocages chez l'individu, ce qui l'empêche, encore une fois, de le voir, de se voir tel que l'on est. Dès lors qu'on trouve des moyens, donc des mécanismes, pour pouvoir soit compenser, soit... mais on va voir encore une fois, la compensation, c'est un autre mécanisme. Dès lors qu'on trouve des moyens pour ne pas faire face, voilà, de manière systématique, c'est là où ça devient chronique à long terme, et c'est là où ça peut devenir pathologique. Et c'est là où notre équilibre mental est menacé.